Bonjour et bienvenue à Villars-le-Rollon avec une vraiment magnifique vue, encore une fois, comme souvent en Suisse. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui est la raison principale, je pense, pour laquelle les débats tournent souvent si mal, à savoir l'autopromotion. It is not about you. You don't need to take that moment to prove how amazing you are or how much you've suffered. Conversations are not a promotional opportunity. Alors dit comme ça peut paraître évident, l'autopromotion c'est assez clairement mal, ça fait en sorte que les égos prennent le dessus. Finalement c'est l'expression même des égos, que cette idée d'autopromotion. Et bien sûr c'est quelque chose qui est extrêmement mauvais puisque ça focalise l'attention sur les individus et ça encourage les attaques ad hominem et puis même juste les points de vue très personnels. Et ça empêche par exemple de donner l'importance au consensus scientifique que le consensus scientifique mériterait. Et également ça donne moins d'importance aux arguments puisque à ce moment-là très souvent on a l'impression que ce qui compte c'est que la personne qui est soit la plus légitime, enfin souvent c'est la plus légitime à parler, on a l'impression que c'est elle qu'il faut écouter. En particulier en mettant en avant les individus, il y a souvent soit beaucoup d'admiration, soit beaucoup de haine envers certains individus qui apparaît. Et très rapidement on en vient à parler des individus et à quel point ils sont défendables ou admirables, et ça tourne souvent à l'hooliganisme ensuite, parce que ces personnes deviennent ensuite des symboles et qu'il faut défendre ou détruire. Et voilà. Donc très clairement ce réflexe initial d'autopromotion peut conduire à de très mauvaises tournures d'énormément de débats. Et ces problèmes d'autopromotion sont particulièrement saillantes dans des débats où on a l'impression qu'il faut absolument avoir une espèce d'autorité pour pouvoir parler et de donner son avis. Et c'est typiquement le cas notamment dans les débats qui ont à voir avec la morale, où typiquement il y a cette expression en tout cas en côté anglophone qui consiste à dire avoir le moral high ground, être un peu au-dessus moralement. Et il semble souvent dans ce genre de discussion qu'il faut être au-dessus moralement pour apporter quelque chose de constructif au débat. Et il me semble malheureusement que c'est un très mauvais réflexe et que bien au contraire, il y a beaucoup de choses à apprendre, y compris de ceux, voire peut-être même surtout de ceux qui réfléchissent à la morale et qui ne sont pas contents de leur statut moral et qui donc cherchent à progresser moralement. Là c'est une phase assez intéressante puisque ces gens-là vont justement peut-être, en tout cas ont plus de chances de se poser la question de comment être davantage moral. Bon, à l'inverse, hein, bien sûr c'est pas parce qu'on est dans ce genre de situation qu'il faut le mettre en avant et qu'on a l'autorité morale. Je pense que sur ce genre de débat, surtout quand ça a à voir avec la morale, c'est important de faire gaffe à ne pas faire d'autopromotion, à ne pas montrer qu'on est supérieur moralement à l'autre. Car après, chacun va vouloir montrer que moralement, il est supérieur à l'autre. On a des débats sur moi je fais ci, moi je recycle, moi je machin chose. Et finalement, c'est pas forcément les questions les plus intéressantes de la morale. Les questions les plus intéressantes ne sont pas nécessairement ce que chacun fait, mais plutôt ce que chacun pourrait faire par exemple pour que le monde aille mieux, quelque chose comme ça. Un autre sujet qui a vraiment casse-gueule, donc je vous prie de faire vraiment preuve d'autant de bienveillance que possible, et j'essaie moi-même d'être vraiment bienveillant quand je dis ça, c'est le fait que lorsqu'on parle encore une fois de débats, de problèmes moraux, notamment des problèmes dont certaines personnes sont victimes dans la société, on a tendance à donner plus de légitimité à la personne qui est victime de ce phénomène. Et d'une certaine manière, c'est pas complètement à tort puisque cette personne a été victime et donc c'est elle qui est finalement le centre d'intérêt et qui dont on devrait faire en sorte que la situation s'améliore. Néanmoins, il me semble pas clair que juste parce qu'une personne est victime, que son message sera plus légitime ou plus bénéfique, y compris à la personne elle-même. Bien souvent, quand on est victime de quelque chose, on a tendance à être dans un état émotionnel assez accentué et à avoir une vision assez biaisée de la situation, en tout cas avoir la situation selon notre propre angle de vue. Et du coup, il se pourrait, en tout cas dans de nombreux cas, il me semble qu'il y a vraiment à gagner à avoir un regard extérieur qui vient aider, corroborer et réfléchir à comment mieux penser le problème et surtout à quelles actions entreprendre pour que la situation de la personne victime s'améliore autant que possible et surtout que ce qui lui est arrivé n'arrive plus à d'autres victimes potentielles.
Et du coup, ça voudrait dire que sur ces débats, c'est pas parce qu'une personne fait partie notamment du groupe social qui est victime qu'elle devrait être celle qu'on devrait le plus écouter. C'est assez bizarre et assez contre-intuitif, mais finalement des gens qui comprennent bien la situation et ont des réflexions plus poussées peuvent mériter plus d'attention. Idéalement, bon, bien sûr, il faudrait qu'il y ait les deux et qu'il y ait une combinaison des deux. Et justement, pour qu'il y ait une combinaison de gens qui ont un regard extérieur, qui réfléchissent bien, et des gens qui sont victimes et qui savent, qui ont vécu les choses de l'intérieur, il faut absolument qu'il y ait ce genre de dialogue entre ces personnes pour pouvoir mieux comprendre. C'est là que débattre mieux de ce genre de situation est vraiment très important, mais c'est extrêmement difficile car souvent les personnes, notamment qui ont été victimes, se sentent mériter plus de légitimité et du coup font une autopromotion de la gravité de leur situation ou de leur cas particulier. Et ça me semble pas toujours totalement constructif au débat, ou en tout cas il me semble parfois qu'on peut faire mieux dans l'optique de débattons mieux. Et de la même façon que lorsqu'on est victime, finalement on en sait quand même plus que les autres jours, en tout cas on sait des choses que les autres personnes ne savent pas. Ça reste une connaissance supplémentaire et du coup une valeur en plus dans le débat, et donc ça peut valoir le coup de mettre en avant cela, mais il ne faut vraiment pas trop insister dessus parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on est victime qu'on comprend tout de la situation, et encore moins que l'on comprend exactement ce qu'il faudrait faire, et c'est là que ça devient utile de parler avec d'autres personnes. De la même façon, lorsque l'on se positionne expert d'un domaine, lorsqu'on a beaucoup appris un domaine, et ben c'est un peu dangereux de mettre trop cela en avant, puisqu'il y a énormément de biais chez les experts, et notamment il y a sur pas mal de questions qui ne sont pas directement le sujet d'expertise de l'expert. Donc typiquement, si je prends un expert en IA, il n'est pas expert des prédictions en IA. Typiquement, probablement, il ne connaît pas très bien l'histoire des prédictions en IA, voire en pratique, beaucoup d'experts en IA ignorent complètement un sondage qui a eu lieu en 2015 quand même auprès des experts en IA. Donc voilà, donc c'est pas parce qu'on est expert en IA qu'on est expert de tout ce qui a à voir avec l'IA. Et c'est du coup important de faire attention à ça et de ne pas du coup mettre trop en avant son expertise pour s'habituer à se mettre dans une situation de modestie épistémique, et surtout pour éviter que les débats ne tournent en une bataille de qui a le plus d'autorité, de crédibilité ou de légitimité pour parler de tel ou tel sujet. Je trouve ça vraiment dommage quand les débats en arrivent là. Je préfère bien sûr des débats qui fassent en sorte que tout le monde se mette à réfléchir et à mieux réfléchir, et qui fasse émerger les idées les plus convaincantes, les arguments les plus compelling, les plus convaincants, et les données qui devraient changer les positions des uns et des autres. Et du coup, plutôt que de se battre pour avoir ce statut de la personne légitime et la personne qu'il faut écouter, je trouve ça intéressant de temps en temps de prendre un peu le contre-pied et d'insister sur le fait que chacun d'entre nous on a nos limites dans nos connaissances, et de régulièrement rappeler typiquement l'étendue de nos propres ignorances. Et une façon de faire cela typiquement, c'est d'insister sur ces marqueurs de modestie épistémique sur lesquels on reviendra dans la prochaine vidéo. En particulier, il me semble très souhaitable de faire preuve autant que possible d'autodérision, de mettre en avant ses propres erreurs, de dire à quel point on est ignorant, au moins une fois de temps en temps, et c'est possible, je pense que c'est une bonne chose, ça devient un truc assez régulier, assez récurrent. Et typiquement, pour finir sur un truc un peu méta, hashtag méta de méta, je trouve que c'est quelque chose que je fais pas vraiment très bien encore. J'ai tendance à constamment essayer de mettre un peu plus en avant un truc exemplaire que j'ai fait. Et je vais essayer à l'avenir de mettre un peu plus en avant les bêtises, toutes les bêtises que je fais et toutes les bêtises que je pense, et essayer de mettre en avant l'étendue de ma stupidité. Et d'ailleurs, sans plus tarder, en voici un exemple embarrassant, à savoir le premier enregistrement de ma conclusion de cette vidéo. Je pense que c'est une bonne chose, ça devient un truc assez régulier, assez récurrent. Et en tout cas, c'est un truc que j'essaie de faire, de souligner les erreurs que je fais, de souligner l'étendue de mon ignorance. Et oui, j'ai failli finir cette vidéo contre autopromotion par une autopromotion.